Bonjour Elsa Grangier, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues, merci de me recevoir. Heureux de vous accueillir ici sur le plateau de Smart Impact. On a une vingtaine de minutes, c'est le grand entretien. Vous êtes la directrice d'Ashoka France depuis bientôt 1 an. Ashoka, c'est une ONG mondiale, c'est ça? Absolument, nous sommes présents dans 93 pays et notre rôle, c'est de fédérer 4000 acteurs de changement, principalement des innovateurs sociaux qui s'attaquent aux causes racines des problèmes de nos sociétés. Oui, donc c'est vraiment une ambition qui est très très vaste. Il y a combien de membres en France, par exemple? Ça représente quoi, le réseau français? En France, l'ONG, enfin l'association, puisqu'on a un statut d'association loi 1901, existe depuis une quinzaine d'années maintenant et nous accompagnons près de 75 innovateurs sociaux qui justement changent profondément le système, mais je pense qu'on y reviendra. Mais oui, on va y revenir et puis on va prendre des exemples. Mais alors, je voudrais vous poser des questions un peu plus personnelles parce que vous avez fait plusieurs métiers. Vous aviez créé avidemaman.com, c'était en 2011. Vous avez été journaliste sur France 5, sur BFM TV, sur France 2. Vous avez produit des documentaires. C'est quoi le lien entre ces vies professionnelles? L'engagement. Oui. En fait, l'engagement, c'est marrant parce que souvent on me pose la question, qu'est-ce qui a été le déclic? Et je crois que malheureusement, j'ai pas de déclic. C'est viscéralement en moi, c'est ancré. Voilà, l'injustice, ça m'a toujours beaucoup frappée quand j'étais plus jeune. Je suis fille d'immigrés portugais, donc j'ai vécu aussi des railleries quand j'étais gamine, notamment à l'école primaire. Et puis voilà, j'ai eu envie de m'engager. Le journalisme, c'est, vous le savez beaucoup mieux que moi, hein, Thomas, c'est une forme d'engagement aussi dans la société. C'est de témoigner de quelque chose. Et il se trouve que quand j'ai croisé la route d'Ashoka, j'ai voulu donner encore plus de profondeur à cet engagement en mettant mes qualités diverses et variées que j'ai pu acquérir durant ces vingtaines d'années de vie professionnelle au service d'un organisme puissant qui agit en profondeur sur les causes racines de la société. Alors, je voudrais qu'on démarre là avec votre action pour faire entendre la voix de la jeunesse. Ouais. Et je démarre par ça parce qu'on est en pleine campagne présidentielle. C'est le hashtag Ta Voix Compte. C'est quoi exactement? De quoi s'agit-il? Ça, c'est un projet génial et très émouvant en fait. Quand je suis arrivée chez Ashoka, je venais de terminer une série documentaire pour France Télévisions qui s'appelle Le lobby de Poissy, ces enfants qui s'engagent pour la planète. Donc j'étais l'héritière d'une jeunesse qui s'engageait, mais constructive, qui avait vocation à proposer un texte de loi pour donner des droits à la planète. Et quand je suis arrivée chez Ashoka, j'ai fait le constat qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de curseur de la citoyenneté de la jeunesse qui se déplace. Ils sont évidemment beaucoup moins présents dans les urnes, ça vous a pas échappé. Ouais. Hein, les derniers taux d'abstention pour les 18-25 ans, c'est près de 75% quand on prend les régionales. Et c'est 1 sur 2 à la présidentielle de 2017. Voilà. Alors que c'est censé être quand même le scrutin qui cristallise justement l'envie d'engagement, surtout pour des primo-votants. Et pour autant, quand vous regardez les statistiques, 75% des jeunes de 16-25 ans sont engagés dans des associations. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la citoyenneté se déplace. Donc je me suis dit, comment on peut faire, nous, Ashoka, puisqu'on est censé faire un pont, être un connecteur entre tous ces innovateurs sociaux, entre toutes ces personnes engagées, comment on peut réconcilier, ou en tout cas faire en sorte que ça communique, d'où le projet Ta Voix Compte qui identifie 12 acteurs de changement, 12 jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, tous engagés profondément dans des causes spécifiques de la société, pas que l'environnement. Ça, c'est très important pour nous aussi de montrer que la jeunesse n'est pas engagée uniquement sur la thématique de l'environnement et de co-créer avec eux une plateforme qui s'appelle tavoixcompte.org, qui est censée être le réceptacle de toutes les initiatives qui proviennent de la jeunesse, des idées qui vont être versées dans le débat public pour que les candidats se saisissent de ces idées qui viennent de la jeunesse. Et ces jeunes incarnent en fait ce projet et nous les avons formés depuis près de 6 mois maintenant à la prise de parole en public, à l'engagement, à faire en sorte qu'ils puissent aussi se comprendre les uns les autres parce qu'ils viennent tous de thématiques très différentes. Je pense à Amine qui travaille sur les quartiers nord de Marseille, comment on réconcilie justement les populations des quartiers nord. Je pense à Yanis qui est à la tête du réseau Lycée en transition, qui fait en sorte que tous les éco-délégués de France puissent se parler, faire transitionner les lycées vers plus d'écologie. Donc vous voyez, c'est des typologies de personnes assez différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cause? Vous avez, je pense à Valeska qui travaille sur le féminisme. Elle a 15 ans, elle est colleuse au Mans, elle est très engagée sur cette partie-là. Il y a également Maëlle Roudot qui a créé un kit pédagogique à destination des écoles primaires pour que les professeurs s'en saisissent, pour expliquer ce que c'est que les enjeux environnementaux de façon systémique et pas simplement la décarbonisation et autres. Ça va devenir quoi? Ça va devenir des propositions. Ce sont des propositions. Ce sont déjà des propositions. Vous avez déjà sur le site une trentaine de propositions qui ne viennent d'ailleurs pas uniquement que du collectif de Ta Voix Compte, parce que ça c'était important pour nous aussi. Vous savez, quand il y a une élection présidentielle qui arrive, toutes les associations y vont avec leur petit livre blanc, leurs petites propositions, et puis on avance tous en silo, en petit optimiste comme ça sur notre océan, puis on se fait un peu de la houle les uns les autres. L'objectif, c'était que sur Ta Voix Compte, vous puissiez avoir toutes les idées et que les 15 idées les plus plébiscitées par l'audience qui va venir sur ce site puissent être portées
porter directement auprès des candidats. Est-ce que ça frémit du côté des candidats? Est-ce que vous voyez certaines idées qui commencent à être un peu, je sais pas, récupérées, modifiées, digérées? Comment en ça tout se passe? cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils veulent nous rencontrer, puisque l'initiative vient d'être lancée, le site vient de sortir, avec ces déjà 30 propositions qui viennent aussi bien des apprentis d'Auteuil que du Parlement des jeunes. Donc on a essayé vraiment de fédérer tout le monde. Et quelque chose me dit que oui, certaines vont être intégrées dans les programmes. L'idée, c'est pas tant qu'elles soient intégrées dans les programmes, Thomas. L'idée, c'est qu'elles soient mises en place. Ça, c'est sûr. Mais pas sans les jeunes. Que ce ne soit pas seulement des promesses. Mais non, et pas sans les jeunes. Ça aussi, c'est important parce que souvent, c'est ça. On prend une idée, ça fait joli sur la photo, on est tous très contents, et puis derrière, il ne se passe pas grand-chose. Et notre objectif, c'est qu'on puisse faire monter les jeunes aussi en compétences pour qu'ils aident à la mise en place de ces idées-là. Parce que si on les fait sans eux, ce ne seront pas les mêmes idées, elles vont être dévoyées. Est-ce que ça rejoint d'une certaine façon ce que vous aviez lancé en 2017 lors de la précédente présidentielle? C'était une plateforme de comparaison de programmes, c'est ça? Oui, je suis assez cohérente dans la vie au final. Hein. Voilà, tous les 5 ans, je reviens. Mais j'ai pensé à ça en voyant le succès de l'appli Élise. Génial. Ah ouais, vous trouvez ça bien? Ah bah moi je trouve ça, oui, parce qu'en fait ça recrée du débat dans les familles sous forme d'application, et puis c'est très ludique. Maintenant il faut quand même réfléchir aussi à justement l'histoire de la réception des données qui sont stockées à un endroit, donc ça il faut faire attention. Mais je trouve qu'en tout cas ça recrée de la conversation dans les familles sur un débat politique qui avait l'air d'être assez ignoré de la plupart des citoyens, donc c'est bien. Alors je reviens à ce réseau d'entrepreneurs sociaux. Comment vous les sélectionnez? C'est quoi les critères? Donc on a 5 critères, et c'est vrai qu'Ashoka est très très rigoureux sur la façon dont on sélectionne. Première chose à garder en tête, c'est que ce sont principalement des structures non lucratives. Ça, c'est important. Donc beaucoup d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Oui, mais avec des statuts juridiques d'association. D'accord. De modèles associatifs. Ça, c'est très très important parce qu'ils sont là pour réparer les causes racines des problèmes de société. Et donc potentiellement être une forme de R&D des politiques publiques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a 5 critères. Évidemment, quand on va chercher un entrepreneur, on va qualifier la fibre entrepreneuriale. Ça, c'est logique. L'innovation, en quoi cette idée est vraiment innovante. La créativité dont l'innovateur social fait preuve. Et après, vous avez 2 critères qui sont très spécifiques à Ashoka. Le premier, c'est ce qu'on appelle la fibre éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui meut l'entrepreneur social quand il décide de résoudre un problème de société? Parce qu'en fait, comme nous sommes sur un impact systémique, donc avec une traction très longue, forcément, l'investissement psychologique personnel doit être lié à quelque chose qui vient toucher et qui raconte quelque chose de l'histoire de l'entrepreneur lui-même. Et c'est pour ça que vous avez 90% des entrepreneurs sociaux suivis par Ashoka dans le monde qui sont toujours à la tête de leur organisation. Parce que changer le monde, ça ne prend pas 2 ans et ce n'est pas un coup. Et on n'a pas envie de faire des licornes de cet environnement-là. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Et l'autre critère, c'est celui sur lequel je glissais en parlant, c'est l'impact systémique. C'est-à-dire, dans quelle mesure l'entrepreneur social avec lequel on discute s'attaque à la racine d'un problème de société, va être en capacité de faire comprendre que ce qui est important, c'est plus la croissance de son idée que la croissance de son organisation. Donc, vous voyez, c'est un peu antithétique avec le monde auquel moi j'ai fait face en entrant à l'EM Lyon et puis après en étant pendant 10 ans dans le privé. Donc, il va véritablement mettre en place toute une armada, je dirais, d'aller chercher des partenaires qui vont lui permettre de déployer son idée et en plus de mettre en place des modes de coopération, de co-leadership. Ça, c'est très important aussi. On n'est plus dans un rapport de client-fournisseur avec son environnement et il va tisser un écosystème où, en fait, tous les dominos vont bouger en même temps pour que le système entier puisse se modifier. Oui. Les nouveaux, vous dites fellows, c'est ça? Oui, fellow Ashoka. Oui. Voilà, de 2021. Et il y en a 4, on en a reçu d'ailleurs certains ici même. Moussa Camara, par exemple, pour les déterminer. En revanche, Sarah Zouak, c'est quoi l'association Lalab? Je ne l'ai pas encore rencontrée. Sarah Zouak, elle s'attaque en fait à l'intersectionnalité des femmes musulmanes. Donc elle est vraiment sur qui est quand même un sujet hautement polémique à certains égards et elle travaille profondément pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'intersectionnalité, comment on peut faire en sorte de mieux intégrer, au-delà de vivre ensemble, parce que clairement on vit ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble surtout pour modifier le regard, changer les représentations qu'on peut avoir et faire évoluer en fait ces biais cognitifs. Vous les accompagnez comment dans leur développement, avec quels moyens? C'est du coaching, c'est quoi les leviers que vous activez en fait? Déjà on les accompagne à vie. Ça, c'est extrêmement important de le dire aussi. Oui. Alors, d'abord, financièrement pendant 3 ans, sous forme de bourse qui leur est octroyée. C'est combien?
Ça va entre 30 jusqu'à 50 000 euros par an. Donc, vous voyez, c'est pas neutre. Ouais. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces entrepreneurs sociaux puissent se consacrer à 100% à leur innovation sociale. Parce que, je vous le rappelle, ce sont des statuts d'association. Donc, ça veut dire que souvent, on est soit perfusé par la philanthropie, soit par les pouvoirs publics. Donc, il y a un moment, il faut qu'on puisse les aider aussi à pas tirer le diable par la queue, si je puis dire. Donc, 3 ans financièrement. Ils sont entre 5 à 7 hors Covid, je dirais 5 à 7 par an à être sélectionnés par Ashoka. Donc ça vous montre la volumétrie financière aussi qui est consacrée. De notre côté, ce qu'on va chercher comme argent pour les aider. Et ensuite, ils entrent dans un système d'accompagnement par évidemment Ashoka Global. Vous avez tout un système de formation. Ça peut être sur les ressources humaines, ça peut être sur la digitalisation de leurs projets, sur la levée de fonds, sur le maillage, le co-leadership dont je parlais tout à l'heure, la coopération. Donc on les aide là-dessus. Est-ce qu'il y a du mécénat d'entreprise? Est-ce que vous avez des entreprises partenaires qui vous aident dans cette action? On a presque mieux que ça. C'est-à-dire qu'on a une chance inouïe chez Ashoka. C'est qu'on a une 60aine de mentors philanthropes, donc des individus, qui décident de consacrer du temps et de l'argent à Ashoka et qui aident de façon extrêmement rapprochée chacun de nos innovateurs sociaux dans des organes qu'on appelle, nous, des comités d'accompagnement. Donc parfois, vous avez l'ancienne patronne de Coca qui va aider à changer d'échelle tel ou tel entrepreneur social, comme une Magali Payen de On est prêt, par exemple, qui fait aussi partie de la cohorte d'Ashoka. Vous avez des anciens de McKinsey aussi qui vont aider. Donc c'est vraiment une façon très intelligente d'être dans ce qu'on appelle le give back, pompeusement le give back, voilà, de faire un retour sur sa vie et de faire bénéficier de ses compétences de façon gracieuse. Et oui, les entreprises aussi nous accompagnent dans ce cadre-là. Oui, on peut en citer quelques-unes. C'est quel type de mécénat? Alors, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe la plupart du temps, en réalité. En fait, c'est une demande qui part de l'association. On a une vingtaine de partenaires pro bono. Une vingtaine de partenaires pro bono, parmi lesquels vous avez Rothschild, vous avez Capgemini, vous avez Goodwill, qui fait de la mesure d'impact aussi, pour citer que quelques-uns. Arctarus, qui fait du plaidoyer, qui accompagne aussi et qui fait des formations en pro bono, littéralement, pour nos entrepreneurs sociaux. Et puis ensuite, il y a l'inverse, c'est-à-dire que les entreprises viennent aussi nous chercher pour qu'on les aide à transitionner vers des modèles plus proches de l'innovation sociale et de valoriser toute la partie extra-financière aussi, vers laquelle il faut qu'on tente de plus en plus. Et ça, c'est un enjeu dont on parle souvent. Ici, pourquoi ce nom Ashoka? Ça veut dire quoi? Ashoka, alors, la légende raconte, au départ... J'aime bien les légendes, faites-moi rêver. Je vais essayer, ça va être un peu... Surtout en ce moment, on a vraiment besoin de rêver, donc je vais essayer. En fait, Ashoka, ça a plusieurs significations. C'est un mot indien, parce qu'à la base, quand Bill Drayton, le fondateur d'Ashoka, a décidé de monter cette organisation, c'était suite à un voyage en Inde où il avait été extrêmement bluffé par ces hommes et ces femmes qui changent le monde et qui le changeaient à l'échelle indienne. Donc Ashoka, ça veut dire résilience en indien. Donc vous voyez, on est quand même assez proche de ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi, paraît-il, là c'est la légende, l'arbre de Bouddha. L'arbre de Bouddha, c'est pour ça que vous avez vu notre logo, c'est un arbre. Un arbre avec des racines. L'importance aussi d'être bien ancré dans la réalité. Et puis l'objectif, c'est d'avoir tout un tas de ramifications qui sont en train d'expliquer ce qu'est l'écosystème et la communauté d'Ashoka. Il y a plusieurs axes, on a parlé presque de tous les axes. Il y a celui de l'empathie chez les enfants, dont on n'a pas encore parlé. C'est quoi cet axe de l'action d'Ashoka? Ça, c'est une volonté aussi de Bill Drayton et en fait, c'est assez juste de se questionner sur son niveau d'empathie et comment joue le miroir d'empathie quand on rencontre quelqu'un. Je pense que vous êtes assez érudit sur la partie neurone miroir, qu'est-ce qui fonctionne quand on se regarde les uns les autres. Et Bill Drayton met un soin tout particulier à essayer de faire en sorte de développer l'empathie, qui est selon lui, et moi je suis assez convaincue de sa vision, une qualité innée, mais qui, par tout un tas de représentations sociales qu'on nous envoie, est un peu dévoyée au fur et à mesure. Je vous prends un exemple qui est assez parlant. Vous connaissez le livre Sa Majesté des Mouches, en tout cas vous l'avez peut-être lu quand vous étiez plus jeune, comme moi. Commence à faire longtemps, mais oui. Oui, mais ça faisait partie des programmes pédagogiques. Et en fait, ce livre est une fiction, on est d'accord, qui raconte des enfants qui se retrouvent sur une île déserte et puis qui finissent par s'entretuer et qui donne une vision très hobbesienne finalement de l'humanité. L'homme est un loup pour l'homme, voilà, on ne peut pas en fait s'associer. Et dans le livre d'Humanité de Rutger Bregman, cet exemple est pris pour vous montrer à quel point l'empathie c'est intéressant comme notion. Et il a été un peu embêté en se disant c'est quand même marrant, ce livre a été vendu à des millions d'exemplaires, il a fait partie des programmes scolaires, on a plaqué une vision, une représentation de ce que devait être la coopération qui a priori n'existe pas. Donc ce journaliste, Rutger Bregman, enquête et finit par trouver
la vraie histoire. Il s'est dit finalement, il y a une vraie histoire où des enfants se sont trouvés sur une île déserte seuls. La première chose qu'ils ont fait, bon, ils s'en sont sortis et 50 ans après, ils étaient encore amis. La première chose qu'ils ont décidé de faire quand ils sont arrivés sur cette île déserte, c'est de signer un pacte comme quoi ils ne s'engueuleraient jamais. Et ça a marché. Et grâce à la coopération, ils ont tenu comme ça sur cette île et ils ont été sauvés. Donc, vous voyez, c'est quelle représentation du monde on nous envoie, quel récit en fait on veut nous raconter, et pour faire en sorte que cette empathie elle soit neutralisée, alors qu'en réalité on a tous dans des cas d'extrême violence ou des catastrophes naturelles, le premier réflexe qu'on a c'est quand même de se mettre en solidarité, en coopération, parce que l'empathie fait partie intégralement. Mais alors ça, ce sont les grands principes. Ça passe par quelles actions menées par l'association? Typiquement apprendre la coopération. On en parlait. Là vous avez François Tadei qui est un des fellows Ashoka d'ailleurs, qui est le patron du Learning Planet Institute, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Et si nous, et qui montre à quel point la coopération, c'est clé. À partir du moment où vous développez dans vos projets, et ça passe par l'école primaire, enfin même maternelle, quand vous regardez maternelle, primaire et secondaire, quand vous mettez en place des projets collectifs où chacun est partie prenante et a une responsabilité individuelle parce qu'elle a une responsabilité dans le groupe, automatiquement, vous allez être plus en questionnement sur qu'est-ce que ressent l'autre, comment je peux l'aider, et moi aussi, je vais lui faire passer mes émotions. Et puis, tout ça va se mettre beaucoup plus positivement, en fait, et être moins pris par les représentations sociales qu'on peut avoir, en fait. Si je reviens sur l'innovation collective, qui est l'un des enjeux, l'un des axes principaux de l'action d'Ashoka, et là, vous avez le recul du temps, et alors, il y a ce qui s'est passé en France, non, mais pas vous, parce que ça fait moins d'un an, enfin, à peine un an, mais dans l'histoire de l'association, en France ou ailleurs, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un grand exemple, un exemple plus marquant que les autres de cette innovation collective efficace, vous voyez ce que je veux dire? Alors, si je devais reprendre... oui, en fait, je vais vous prendre un exemple tout bête. Jimmy Wales, le patron de Wikipédia, c'est un fellow Ashoka. D'accord. C'est assez parlant de voir dans quelle mesure, quand tout le monde contribue de façon efficace à avoir un rôle spécifique, on peut avoir la première encyclopédie du monde qui est accessible avec... quand même, dans la plupart du temps, vous le constaterez, des informations qui sont vraies. Oui, qui sont vraies. Il faut être prudent quand on utilise Wikipédia, mais en général, c'est effectivement efficace. Et vous voyez, les gendarmes de Wikipédia, ce sont vous et moi, potentiellement. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est l'action et l'intelligence collective que vous portez. Bien sûr. Ouais. Un dernier mot sur un autre de vos fellows de 2021. On a parlé de Sarah Zouak, Moussa Camara, on l'avait reçu ici, Boris Tavernier aussi pour VRAC. Pour sauver tout le monde, c'est formidable. Mais non, mais c'est bien. Et le réseau Ecohabitat, rappelez-nous ce que c'est, Franck Billot. Franck Billot, c'est une innovation assez géniale. Franck Billot, il s'attaque à la rénovation énergétique des propriétaires publics précaires, mais vraiment la grande précarité française qui n'a pas forcément accès à la rénovation, parce qu'avant même de pouvoir rénover son habitat, même si c'est pris en charge par l'État, vous avez toute une batterie de dossiers à remplir. Et autant vous dire que quand vous êtes soit analphabète, soit vous n'êtes pas en capacité de comprendre ces dossiers-là, vous ne pouvez pas les remplir. Donc Franck, il agit, c'est un peu une caisse, c'est-à-dire qu'il avance financièrement les travaux, il met en place des bénévoles qui vont identifier aussi qui sont ces publics précaires pour aller réussir à rénover l'habitat. Après, il récupère l'argent que l'État aurait dû donner pour ces publics-là, et puis il organise tous les travaux dans la maison. Et vous avez, en plus, ce qui est assez formidable, c'est qu'au fur et à mesure que, justement, l'isolation se fait dans la maison, l'isolement des propriétaires se décroît également. Parce que quand vous avez un habitat rénové, vous êtes moins malade, 2, vous avez plus envie de recevoir des gens chez vous, vos enfants sont très heureux aussi de faire leurs devoirs dans un endroit qui est décent, et vous recommencez à vous sociabiliser. Et ce qui va plus loin encore avec Franck, c'est que certains propriétaires, justement, décident de se réinvestir dans la société, et ils deviennent parfois même conseillers municipaux de leur région. Donc c'est une vraie transformation qui se fait, et ça, c'est tout à fait systémique, vous voyez. On termine avec la prochaine promotion 2022. On postule. Comment ça marche en fait? Souvent, on se fait nominer, je dirais. C'est-à-dire que nous, on a un peu des oreilles partout. Et on organise aussi des comités de nominateurs, parce qu'on a un enjeu aussi chez Ashoka, c'est de faire en sorte que ces entrepreneurs sociaux soient représentatifs de la population française. Donc il y a une volonté aussi d'être dans une image assez réaliste de la diversité, et pas montrer qu'une seule typologie d'entrepreneurs, parce qu'on veut changer le monde. Donc, ça veut dire l'ouvrir dans sa grande diversité. Donc ça veut dire que souvent, ce sont des anciens fellows Ashoka ou des fellows Ashoka qui nous disent « Tiens, va regarder un peu de ce côté-là, où un tel fait quand même
même des choses super bien. Donc voilà, ça passe comme ça. Ensuite, nous mettons en place des comités de nominateurs, donc soit des incubateurs, soit des journalistes aussi, qui souvent reçoivent des gens formidables et peuvent nous dire là, il y a peut-être un truc avec Ashoka. Parce que vous avez compris, c'est quand même très spécifique Ashoka dans son identification. Et puis ensuite, il y a un process parfois de 2 ans jusqu'à devenir fellow Ashoka. Donc ça prend un petit peu de temps. Merci beaucoup, merci Elsa Grangier. Bon vent à Ashoka. On passe tout de suite à Smart Ideas.